misère des hommes. Mystère et grandeur de la littérature. Au contraire de Scott Fitzgerald, qui affirme que raconter une réussite, c'est raconter une tragédie, c'est en rapportant la geste lamentable de cutéreux condamnés à n'exister que par leurs échecs qu'Erskine Caldwell a métamorphosé pour l'éternité petits blancs et anciens esclaves noirs du sud des États-Unis en élus tragiques de la condition humaine. Le côté tragique de la vie est bien plus profond et important que son côté joyeux. Tout le monde, même un idiot, peut être heureux. Ce qu'il y a de tragique dans la vie, c'est que nous sommes incapables de surmonter nos problèmes et nos difficultés. Et cela peut nous conduire au suicide. L'existence même de ce tragique de la vie est ce que tout écrivain, à mon avis, cherche à dépeindre. Pourquoi un écrivain s'attache-t-il à de telles situations tragiques? Parce que c'est la vie même, tandis que le bonheur n'est pas la vie. Le bonheur est quelque chose qui peut s'acheter, le bonheur s'achète. Le tragique vous est offert gratuitement. 1965. Dans sa soixantaine oubliée, après une œuvre prolifique, Caldwell livre un étrange objet littéraire. Ni vraiment fiction, ni vraiment document. À la recherche de Bisco. Un récit, annonce la couverture. Bisco, c'est le prénom ou le surnom d'un petit garçon noir, son ami de petite enfance, le seul probablement qu'il ait jamais eu. S'appelle-t-il vraiment Bisco? N'était-ce pas plutôt Nabisco ou Frisco ou encore Brisco? C'est si loin. Erskine et Bisco jouent sur le sable, jusqu'au soir. Fatigués, ils reviennent à la cabane en rondin des parents de Bisco, plantée en lisière d'un champ de coton. Dans cette pauvre cabane, il fait doux. Pas comme dans la grande maison avec véranda et hauts piliers des parents d'Erskine. La mère de Bisco cajole les enfants épuisés, les dorlote, les couche dans un lit. Erskine veut passer la nuit chez son copain. Impossible, dit la mère de Bisco, qui ramène l'enfant chez ses parents. Accueil glacial. Visage sévère de la mère d'Erskine. Tu ne reverras plus Bisco. Pourquoi? La mère. Parce qu'il est noir et que tu es blanc. Erskine a 6 ans. Comme Bisco. C'est dans une ferme isolée où je suis né, au cœur des pinèdes et des collines d'argile rouge qui forment le paysage de Coweta County, au centre de la Géorgie, qu'il m'est apparu pour la première fois que les gens n'étaient pas tous de la même couleur. Ainsi commence À la recherche de Bisco. C'est peut-être une fatalité. Tout voyage est un prétexte, toute recherche, un alibi. La descente de Caldwell dans les profondeurs du Sud n'y échappe pas. En Géorgie, Louisiane, Arkansas, Mississippi, Caroline du Sud, Alabama, la vérité des années 60 n'est pas une excuse. Au contraire. La quête de Bisco, qu'Erskine entreprend à travers des dizaines de Noirs rencontrés dans son périple, nous savons quel est le dernier retour vers son enfance. Ultime traversée du temps qui le ramène aux sources du mal, aux origines de la blessure. Erskine a 14 ans. Le chemin des écoliers passe par celui du lynchage, celui de Sonny Brown, son copain de pêche, accusé du viol d'une blanche. Sonny, qui pourrait être Bisco. Le père de la jeune fille
Un de ses frères et plusieurs autres hommes étaient descendus à la Syrie, avaient attaché Sonny à une branche d'arbre et avaient pulvérisé sa vie à coups de fusil. Qui est Bisco, parmi tous ces noirs humiliés, à l'existence rejetée par de petits blancs foireux et à travers lesquels Caldwell recherche désespérément son copain de jeu? Aucun, et tous à la fois. Erskine ne retrouvera jamais Bisco, parce que, témoigne un petit fermier noir, les blancs traitent les noirs comme du fumier. Un homme de couleur peut se faire tuer pour un rien dans le Mississippi. Et cela arrive à beaucoup d'entre nous. Un jour, vous voyez quelqu'un que vous connaissez, et le lendemain, il n'est plus là. Soit il finit dans un puits désaffecté, soit il le jette dans un marais lesté de ferraille. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il met en scène ces lynchages, je pense surtout à Bagarre de juillet ou cette nouvelle samedi après-midi, c'est quelque chose de presque festif. C'est-à-dire que les hommes, il n'y a pas de femmes, hein, les hommes s'emparent de la victime, la brutalisent, on le pend à un arbre, on le crible de balles, et après on repart et on reprend les activités normales. Bon, il n'est pas le seul à avoir décrit des lynchages. Faulkner l'a fait, par exemple. Mais chez Faulkner, on lynche, mais on a honte, on se cache presque pour le faire. Tandis que chez Caldwell, lui montre le côté insupportable du lynchage, justement, en montrant que ça fait partie de la routine sudiste. Il a un personnage de roman, par exemple, qui dit « Ah ben quand même, ça fait au moins 6 semaines qu'il n'y a pas eu de lynchage, quand même, il faudrait qu'on se débrouille un peu, maintenant qu'on intervienne un peu de ce côté-là et qu'on se paye un noir, quoi. » Bon, il y a une exagération, et encore. Le malheur du Sud, sa malédiction profonde, c'est la rémanence de l'histoire. Elle s'incarne dans la présence des Noirs descendants d'esclaves, niés dans leur condition d'hommes, lynchés à l'occasion. Plus de 1000 lynchages dans le Sud entre 1905, année de la naissance de Caldwell, et la publication du Petit Arpent du Bon Dieu en 1933. Dans le Mississippi, les mois chauds de l'été et du début de l'automne sont propices au lynchage. La chaleur, l'ennui, vous comprenez, et les immondes certitudes des petits blancs. Chaque nègre voudrait coucher avec une femme blanche. Et c'est pas parce qu'il souhaite épouser votre sœur, pour ça, non. Ce qu'il voudrait, c'est lui arracher ses vêtements et la posséder. S'ils en avaient là l'occasion, ils transformeraient toutes les femmes blanches en putains. Observez un groupe de nègres au coin de la rue. Votre première conclusion sera la bonne. Ils ne pensent qu'à lui toucher les seins et à mettre leurs couilles entre ses jambes. Personne n'ira me dire que c'est une bonne chose pour une blanche de coucher avec un nègre. Celui qui dirait une chose pareille est un Yankee et un communiste et mériterait d'être chassé du pays. Dans l'État du Mississippi, par exemple, les Noirs sont plus nombreux que les Blancs. Je n'ai jamais éprouvé d'animosité envers quelqu'un parce que la couleur de sa peau était différente de la mienne. En fait, je n'ai jamais compris qu'on puisse haïr quelqu'un ou le considérer comme inférieur sous prétexte que sa couleur de peau est différente. J'ai toujours éprouvé de la sympathie envers ceux qui étaient différents de moi. Je peux très bien imaginer que je suis un noir. Je peux imaginer ma vie en tant que noir. Je peux me mettre à la place d'un noir. Je peux comprendre les frustrations ou les ambitions des noirs. Cela m'est très facile en tant qu'écrivain.
Aucun être humain ne m'est étranger, qu'il soit jaune, brun, noir ou rouge. J'ai le sentiment d'être un individu appartenant à la communauté des hommes de la Terre. Comparé au regard stéréotypé de la plupart des écrivains américains, celui de Caldwell sur les Noirs projette l'image d'une communauté ludique, composée d'individualités originales, intelligentes, drôles, et surtout singulièrement douées pour le bonheur. N'est-elle la suggestion barbare où les tiennent les Blancs, y compris les plus misérables, qui s'estiment investis d'on ne sait quelle dérisoire supériorité? Ce monde des déshérités, Caldwell le connaît bien. Il l'a pénétré très jeune avec son père, un pasteur presbytérien, en charge d'un apostolat singulier, rendre une justice ambulante dans les paroisses divisées par des différends religieux, faire taire les antagonismes, les fanatismes, les superstitions. Bref, remettre les ouailles à la prière. We get the feeling as we read and as we study about Caldwell that his father often was in Dutch with his congregations because he had a great interest in doing things for the poor when other people felt maybe he should be doing things that ministered more directly to the people that were in the congregation. Erskine, particularly in Deep South, talks about his father's influence on him, about taking him to various churches of different kinds, the high church, the low church, those who hit themselves in the head with a mallet. I saw the light, I saw the light, Mona, I saw the light, I saw the light, I saw the light. L'enfant, qui accompagne son père au pays de la religion intense, engrange en silence de quoi nourrir son œuvre. On y retrouvera, récurrente, la soumission aux évangélistes illuminés, si caractéristique de ce Sud, hanté par le Christ, selon Flannery O'Connor. Don't you wish your mother could rise and tell? When you're standing at the gates of hell. Ils allaient voir des séances où le prédicateur, par exemple, pour montrer que la foi en Dieu pouvait sauver, manipulait des serpents. Et si les serpents ne le piquaient pas, c'est que parce qu'ils croyaient en Dieu et que Dieu, donc, si on croyait en Dieu, on ne craignait pas la mort. Si bien que d'ailleurs, beaucoup de gens ne se soignaient pas parce qu'il suffisait de prier. Et il a assisté aussi à ces scènes d'hystérie collective où les femmes se mettent à crier, les hommes se mettent à sauter en l'air pour confesser leurs péchés en pensant que s'ils étaient confessés, ils obtenaient la foi et ils allaient être sauvés. Et Caldwell a été témoin de tout cela. Il a utilisé cela dans son œuvre d'une façon constante, que ce soit dans Les Voix du Seigneur où il montre un prédicateur qui tue un noir, qui est violent, qui couche avec 2 ou 3 de ses paroissiennes de passage, et qui en même temps croit en Dieu. Avant, il y a aussi sa mère. Sa mère, rigide, intolérante. Une sudiste comme dans Margaret Mitchell. Il l'évoquera peu, et quand il le fera, ce sera avec une certaine distance. Peut-être le souvenir de Biscoe. Peut-être aussi l'adulte règle-t-il les comptes de l'enfant. Cela s'est déjà vu. When Caldwell would disappoint his mother would punish him with silences. She wouldn't speak to him. And we know that Caldwell used that very same tactic as an adult, that if he had an argument with one of his wives or was angry about something, he would also retreat into these
these prolonged silences. I think there was a kind of emotional shutting down that he learned from his mother, that he manifested in his own life. Une certaine misogynie qui transpire de l'œuvre de Caldwell n'est probablement pas tout à fait sans signification au regard de ce qu'il dit, ou ne dit pas, de sa mère. L'initiation d'écrivain du fils du pasteur s'est faite, comme presque toujours chez les romanciers américains, sur le tas, en publiant des centaines de nouvelles pour une multitude de journaux, de la feuille de chou aux plus prestigieux magazines. Un apprentissage au corps à corps avec la vie, avec le quotidien, en étant tour à tour marchand de peau de lapin, joueur de football, garde du corps, libraire, représentant, chauffeur. The people I've met who knew him well describe him as a loner, that he was not someone who made a lot of friends, not someone who was chatty, who just came up and talked to people. I think he tended in these jobs and in most circumstances in life to be an observer. He always watched, he took in the details, and then he made stories out of them. I think we can go to his works and see how often sexuality is presented in terms of voyeurism, for example. Caldwell is always very interested in people watching other people and making stories out of that. La sexualité, justement, elle est là, bien là, dans Le Bâtard, publié dès 1929. Il a tout juste 25 ans. Dans ce premier roman émane une sensualité si paroxystique et une violence si présente qu'elles tiennent lieu de personnage. C'est plusieurs années auparavant qu'il en a commencé la rédaction. Peut-être pour se donner un statut d'écrivain, supposé séduire Hélène, sa maîtresse, devenue sa femme et la mère de ses enfants. Hélène, qu'il répudiera plus tard, mais qui en attendant corrige l'orthographe défaillante de Caldwell. La famille vit alors dans une ferme en ruine, dans le Maine, où il est facile de mourir, dit le dicton. Le Maine du mauvais temps et du froid. Mais le décor du Bâtard est celui du sud des années 20. Point de héros dans ce roman, seulement des protagonistes à la fois salauds et innocents, surpris en flagrant délit de turpitude. L'écriture est dépouillée, sans ornement, on pourrait dire clinique. Scalpel au poing, Caldwell, c'est la main du vivisecteur qui entreprend d'explorer les plaies du Sud. Un Sud qui se définit moins par ses caractéristiques géographiques que par sa mentalité, héritée d'une histoire marquée au fer rouge. Un Sud en perdition, sous le regard méprisant du Nord qui se donne des airs avant la claque. Avant la grande dépression qui les atteindra tous les deux. Les yeux injectés de sang, Jane regardait l'image obscène de sa mère. Ses hanches entaillées de profondes cicatrices rouges et bleues. Son ventre barré d'une longue estafilade, comme un marais de Louisiane sillonné d'un canal de drainage. Et aussi son sein gauche, mutilé là où un cow-boy ivre avait coupé le mamelon avec les dents. Jean passa le reste de la nuit à se noyer dans la bière et à se demander combien de frères et sœurs il avait de par le monde. Combien du côté de son père et combien du côté de sa mère. En ce qu'il contient déjà tout Caldwell, c'est-à-dire le désespoir et l'obscénité, le tragique et la religion, un comique d'une rare cruauté, la sexualité enfin dans toutes ses acceptions, la question qui se pose est de savoir si, ayant, avec Le Bâtard, fait éclater toutes les barrières, transgressé tous les tabous, Caldwell n'a pas totalement épuisé sa véhémence. On aurait eu tort de le croire, ce n'était que les prémices.
De ce premier ouvrage, il dira plus tard qu'il est le plus personnel, le plus intime. Avec Le Bâtard, Caldwell poursuit ses gammes commencées plusieurs années auparavant avec les nouvelles. Accessoirement, une évidence s'impose. Il est le seul écrivain américain rabelaisien, sans avoir probablement jamais lu une ligne de l'auteur de Pantagruel. Car Caldwell n'est pas de ces auteurs en recherche de parentèle. On sait peu de choses de ses admirations littéraires ou de ses influences. Caldwell himself professed not to be a reader and not to have a lot of contact with other writers. I do know that he was a friend of John Steinbeck, that they were actually got together socially and visited with each other when that opportunity arose. Caldwell est un solitaire, comme la plupart des écrivains américains. Écrivant bref, écrivant court. A-t-il jamais douté de son talent, de son originalité? Certainement pas. Rapporter au plus près, cela seul importe. Une nécessité pour dire le dénûment. Tous mes navets sont mangés par ces sacrés vers à trucs vertes. Pourquoi Dieu a fait les vers de navets, je me demande. Il m'a tout l'air d'avoir une dent contre le pauvre monde. Mais je me plains pas. Alors. Je dis, le bon Dieu sait ce qu'il fait en matière de navets. Un de ces jours, il nous enverra des richesses et nous autres, le pauvre monde, on pourra manger son content et s'habiller aussi. Ça peut pas durer comme ça. Aller de mal en pis. Comme ça a fait tous les ans depuis la Grande Guerre. Bon Dieu, il y mettra bien une fin, un de ces jours. Et il fera rendre aux riches tout ce qu'ils ont pris aux pauvres. Dieu nous rendra justice. Il peut pas laisser les choses continuer comme ça. Entre 1930 et 1933, Caldwell publie en rafale, comme pour tuer à jamais l'image d'un Sud apocryphe. La route au tabac, le petit arpent du bon Dieu, les voies du Seigneur. Et simultanément ses meilleures nouvelles, parmi lesquelles Nous les vivants. Des œuvres majeures de l'âge d'or du roman américain. Le long de la route au tabac, estafilade brûlante sur cette terre rouge de Géorgie, ingrate aux petits métayers blancs. Depuis 2 générations, la famille Lester meurt lentement de faim. Jeter le père, Ada sa femme malade, la grand-mère, Ella May son bec de lièvre, et Pearl, que son père a marié à 12 ans, s'agitent dans un désordre grotesque pour manger et baiser, mais toujours mal et insuffisamment. Toutes leurs tentatives pour s'arracher à une fatalité dont ils ont tout juste le pressentiment sont vouées à l'échec. Épuisés, à l'image de leur terre, ils ne peuvent plus rien donner. Seul le sexe, encore est-il un tourment permanent, une exigence à laquelle il faut immédiatement répondre, permet d'oublier le malheur. Le sexe est la soumission à Dieu et à la religion. Ainsi, à Ellie May, sa fille affligée d'un bec de lièvre, Jeter explique-t-il pour se justifier de ne pas encore l'avoir fait opérer: C'est pas un péché d'être comme ça. Et c'est comme ça qu'il voulait que tu sois. Des fois, je me demande si ça serait pas un péché de prétendre y changer quelque chose. Parce que ce serait refaire ce qu'il a déjà fait lui-même. He's often painting a very horrific picture of something. And then in the midst of this horror, there is something that is just very funny. He sees the humor
in what happens to his characters. But there is this very quiet, understated humor in Caldwell. Sometimes Caldwell will make a joke and you don't know that he's made the joke until you've gotten past it. There is, in Caldwell's writings, a sophistication which people don't often recognize. There's a dry wit that runs throughout his writings that I really think comes from this old southwestern tradition of storytelling, southwest humor of the 19th century, out of Twain and Thorpe and many of these other writers. Bon, ces personnages sont surtout des personnages de petits blancs faméliques, bagarreurs, mais dans la littérature du 19e siècle, il y avait des humoristes, on les appelait, qui mettaient en scène de tels personnages. Alors ils se battaient d'une façon terrible, ils s'arrachaient les yeux, ils se flanquaient des coups de couteau, puis après, c'était oublié, on allait boire un coup et on repartait. I was standing on a corner, looking around town, looking for a new mama, but there's none to be found. I'm getting tired of the same thing. Cet humour qu'insuffle Caldwell à ses personnages ne parvient pas cependant à nous faire oublier que tous ces hommes sont victimes d'un déterminisme économique, certes propre au Sud, mais qui ne va pas tarder à contaminer le pays tout entier. I walked into the store, and there stood a mama, wanna see no more. I'm getting tired of the same thing all the time. Quand paraît La route au tabac, l'Amérique est en crise depuis le jeudi noir d'octobre 29. C'est la Grande Dépression. Okay, play it, Harold. Play that deal. Émeutes de fermiers, mineurs en grève, faillites par milliers, lézardent les États-Unis du nord au sud. 5 millions de chômeurs prennent leur tour dans les soupes populaires. Par centaines de milliers, des familles se lancent sur les routes au gré de vagues rumeurs d'emplois vacants. L'élection de Roosevelt à la présidence des États-Unis et la mise en œuvre du New Deal endiguent tout juste la crise. Sauf dans le Sud, où les aides sont réservées aux seuls propriétaires, au détriment des métayers poussés à produire du coton et du tabac dont personne ne veut. Caldwell désigne le responsable du naufrage économique et moral des États-Unis, le capitalisme dont il met en scène les victimes. Le petit peuple agricole, les ouvriers des villes, blancs et noirs confondus. Bref, les vaincus de la nouvelle donne économique imposée au forceps qu'est l'industrialisation du Sud. Les usines, c'est pas pour les hommes qui ont des choses comme ça dans le sang. Les usines, c'est un peu comme les automobiles. C'est très bien pour s'amuser avec, mais ça ne vous donne point d'amour comme la terre. Des fois, je crois qu'elle aimerait mieux aller à Augusta comme ont fait ses sœurs. Elle se plaisait point ici. Elles sont pas comme moi, parce que moi, je préfère ma terre à toute leur sacrée filature. Vous ne pouvez point sentir les feux d'herbe là-bas. Et quand le moment est venu de labourer, vous vous sentez tout chose. Et vous ne savez pas ce qui vous fait mal. Je sais pas combien de fois j'ai entendu parler de cette maladie de printemps dans les usines. Le printemps n'aime pas qu'on se foute de lui en se cachant dans une sale usine. Il sait que si vous voulez vous maintenir en santé, faut rester à la campagne. Un an après La route au tabac, Caldwell donne son grand œuvre, Le petit arpent du bon Dieu, qui le consacre parmi les auteurs du siècle. Sa violence, son obscénité, son cynisme, sa représentation d'un Sud paupérisé, brutal, raciste, barbare, est exactement l'image renversée d'une Amérique érigée en parangon de la démocratie et de la prospérité. Le prétexte romanesque est à la fois cocasse et absurde. Un misérable fermier,
T.T. Walden, est persuadé depuis toujours qu'il y a de l'or sous sa terre. Avec ses fils et des ouvriers noirs, au lieu de travailler la terre, depuis 15 ans, ils défoncent obsessionnellement le sol à la recherche de cet or qui doit transformer leur vie. Sauf sous une pièce de terre, l'arpent du bon Dieu. Je donne tous les ans à l'église ce qui pousse sur cet arpent. Si c'est du coton, je donne à l'église tout l'argent que le coton me rapporte sur le marché. La même chose avec les cochons, si j'en élève. Et avec le maïs, si j'en plante. J'aime bien partager avec Dieu le peu que je récolte. Qu'est-ce qui pousse cette année? Ce qui y pousse? Rien. Rien, ou bien de l'ivraie ou du gratte-cul. J'ai pas eu 1 minute pour planter du coton cette année. Pas 1 minute pour planter, et pour cause, puisqu'ils passent leur vie à creuser et à déplacer l'arpent sous lequel ils s'interdisent de creuser puisqu'il appartient à Dieu. En vérité, ce n'est pas l'unique raison. J'aimerais pas qu'on trouve le filon sur le petit arpent du bon Dieu et que je sois obligé de tout donner à l'église. Notre pasteur en reçoit bien assez comme ça. Sûr que j'aimerais pas lui donner mon or. Non, je supporterais pas ça. Grotesque, comique, saugrenu. Au fond, des personnages dont l'innocence émane paradoxalement de leur indécence et de leur obscénité pourraient n'être que ceux d'une comédie agreste réussie. Oui, mais voilà, il y a, exubérant, exacerbé, le sexe. Le désir à apaiser, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Une soif de sexe comparable à cette quête de l'or qu'ils poursuivent avec obsession et qui les brinque-balle aux lisières de la condition humaine et de la condition animale. On nous a joué, comme qui dirait, un sale tour. Dieu nous a mis dans le corps d'animaux. Et il prétend que nous agissions comme des hommes. Caldwell never denied the animal in us. He often said that one of our problems is that we try to deny our animal quality. And so when it comes out, we're amazed by it or we're horrified by it. Whereas if we just recognized it, we would be able to deal with it more effectively. Dans une Amérique blessée et qui doute, le roman claque comme un blasphème dans une église. Caldwell et son éditeur sont poursuivis pour obscénité et pornographie. C'est la 3e fois. La première au moment de la publication du Bâtard, la seconde lors de l'adaptation théâtrale de La Route au tabac. Le procès en obscénité mérite qu'on s'y arrête. Il y a incontestablement un parti pris dans la place accordée au sexe par Caldwell dans ses romans et ses nouvelles, dans la crudité des propos de ses personnages, dans le réalisme des situations sexuelles et jusqu'aux couvertures suggestives de ses ouvrages. Mais n'est-ce pas assurément le passage obligé pour rendre compte du petit peuple calamiteux dont il a pris la vérité en charge? Et si le véritable procès était inavoué? Si les contenteurs de Caldwell avaient prétexté de sa prétendue obscénité pour déconsidérer sa dénonciation du sort réservé aux Noirs? On peut ne pas partager cette interrogation. C'est le propre des grands auteurs de foyer où est la honte. Si Caldwell prend rang parmi eux,
c'est que de tous les écrivains américains, il est probablement celui dans son temps qui aura, avec le plus d'insistance, dénoncé la barbarie infligée aux Noirs. J'ai récolté le coton avec eux. J'ai partagé leur pain. J'ai creusé avec eux la tombe de leurs morts. Je n'ai pas aimé du tout voir l'un de ces hommes attaché à un arbre, fouetté par son propriétaire jusqu'à en perdre connaissance. Il ne m'a pas plu de voir un contremaître abattre de sang-froid, un père de famille qui avait eu le tort de protester contre le viol de sa fille commis sous ses propres yeux. C'est parce que j'ai pas aimé toutes ces choses que j'ai voulu montrer que le Sud, non content d'avoir engendré une race d'esclaves, a soudain, ce qui est pire, fait volte-face pour lui lancer une ruade en plein visage. De plus en plus vilipendé par la critique qui lui reproche de donner une image déformée du Sud, Caldwell entreprend de se justifier. Avec Margaret Bourke-White, photographe et journaliste à Fortune et Life, il part à la rencontre de ces personnages, qu'il retrouve. En quelque sorte, l'album qu'il réalise, You Have Seen Their Faces, elle a la photo, lui au commentaire, témoigne de la réalité de la misère dénoncée dans ses fictions et ses reportages, et l'exonère de l'accusation d'outrance. Ce que j'y ai décrit, c'est une partie de l'influence de la nature sur l'homme et quelques aspects du combat de l'homme contre l'homme. Caldwell arpente l'Espagne, la Chine, la Mandchourie, le Turkestan, l'URSS, mais revient inlassablement, comme par une fatalité dont il tire le meilleur, vers son sud et ses habitants pitoyables. Il en est des romans, des nouvelles, des reportages, qu'il livre à un rythme soutenu, souvent publiés par des journaux et des éditeurs proches des intellectuels communistes, comme s'il s'agissait d'alerter le monde. Dans ces années-là, c'est l'état de grâce. Parce que son talent est éclatant, sa notoriété considérable, ses déclarations ont assurément participé à la prise de conscience collective en faveur des droits civiques des Noirs, qui lentement, très lentement certes, fait son chemin. Qui dira que Caldwell n'a pas sa part de la Grande Marche sur Washington, de celle d'Alabama, de la révolte de Watts, de Chicago, d'Atlanta, de la victoire de Little Rock, qui voit pour la première fois, on est dans les années 60, des Noirs accéder à l'université des Blancs. Singularité du personnage toutefois, plus qu'un intellectuel, se refusant militant, Caldwell se veut d'abord un écrivain populaire, moins soucieux semble-t-il du jugement de l'intelligentsia que de ses droits d'auteur et de ses tirages dans le monde entier. Il le paiera plus tard. I remember there was one meeting where Caldwell and some other the literary lights of his era met for a big conference. And Caldwell left the conference to go to a drugstore in the community and autograph books. And he was roundly criticized by Catherine Ann Porter and some of the others who were at this conference for neglecting the serious literary work of the day to go sign autographs, to which Caldwell's response was basically, this is the serious literary work of the day. I'm writing for people to read, and if people want to buy my books, I should be there to sign books for them and to meet them and to thank them. Il y a de la boulimie dans son cas. Il voyage beaucoup, se marie beaucoup, à 4 occasions, écrit beaucoup, 27 romans, 150 nouvelles, 10 essais, vend beaucoup, 80 millions d'exemplaires en 40 langues, trop pour la critique américaine, c'est le début du désamour.
he reached the point in his career where he could turn out a book a year, that he would write a book a year, and he would spend 9 months of the year writing the book, and when the 9 months were up, he would send off what he had, and then he would vacation the next 3 months. And that editors knew that whatever he turned in would sell, that it would make a certain amount of money. And so they weren't particularly interested in pushing him to write a better book. And therefore, I think Caldwell stopped challenging himself as a writer. He became mechanical. La critique américaine blâme son recours systématique aux ingrédients qui ont fait la fortune de son œuvre. Brutalité, cruauté, sensualité, situations extrêmes, personnages limites et caricaturaux. En fait, la critique découvre une évidence, les écrivains ont recours à des procédés. Peut-être ceux de Caldwell ont-ils trop servi, peut-être. Caldwell reçoit ailleurs, Europe, Japon, la considération littéraire que ses compatriotes lui chipotent. En France, Marcel Duhamel lui fait rencontrer Faulkner. Faulkner qui s'apprête à se renier. Quand se trompe-t-il, l'auteur de Sanctuaire? Lorsqu'il soutenait 10 ans auparavant que Caldwell se situait parmi les plus grands écrivains américains des années 30, ou lorsqu'il juge que, somme toute, l'œuvre de son rival n'est pas aussi méritoire qu'il l'affirma. La confraternité, c'est souvent la haine vigilante. Mieux que d'autres, les écrivains ont les mots pour la dire. L'espace de 2 romans, Jenny toute nue et Braves gens du Tennessee, le Caldwell des années 60 renoue en plus épuré peut-être avec celui du milieu des années 30. Vainement, la critique persiste dans l'ostracisme. Il n'est pas exclu qu'il lui faille payer l'ardoise de la transgression. Autrement dit, la dénonciation de la misère, du racisme, de la religion, maladie consubstantielle de la civilisation américaine. En ce cas, cela explique que le prix à payer soit celui d'une proscription intellectuelle. Cinq romans, quelques nouvelles et un livre de souvenirs plus tard, en avril 1987, Caldwell meurt, quasiment oublié de la critique et des anthologies savantes. Avec seulement 3 livres, mettons même 2, même avec un seul, qui peut en dire autant? Caldwell s'est hissé au ciel de la littérature du siècle, entraînant dans son assomption ceux qu'il avait rencontrés en enfer, les laissés pour compte de la nation la plus riche du monde. Vieillissant, avant de disparaître, Caldwell était revenu sur les lieux où il jouait avec Bisco. Même une vieille négresse, infiniment vieille et qui avait connu tout le monde, avait oublié le petit garçon noir. Il ne reste plus à Caldwell pour se souvenir de Bisco, de leur enfance et de leur jeu, que la musique. La déchéante musique des Noirs, qui est leur façon, hier et tous les autres jours, de signifier aux Blancs qu'ils n'ont rien oublié. La quête de Bisco m'a conduit aux accords discordants et au rythme du blues et du jazz. La musique véhémente semble suggérer que Bisco est encore quelque part dans son pays natal. Quelque part au pays de Bisco, avec ses récits de toute une vie de noir américain qui a eu ses joies et ses peines.